Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La levée de corps de l'ancien président Henri Konan Bédié a eu lieu ce matin à la cathédrale Saint-Paul du Plateau en présence du chef de l'État, de son épouse, des autorités ivoiriennes et des populations qui, en général, sont venues soutenir et pleurer avec la famille Bédié. Merci d'être avec nous, c'est le Grand Talk. Nous démarrons maintenant. Et comme tous les soirs, nous sommes avec nos amis pour en parler. Herman Abba, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Sarah, bonsoir. Christelle, bonsoir à tous. Élisée Boloubé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. J'étais disant donc à l'entame de ce programme que la levée de corps et la messe de requiem de l'ancien président Henri Konan Bédié a eu lieu donc aujourd'hui à la cathédrale. Nous avons eu les images en exclusivité sur Live TV, vous avez pu le suivre. Et encore demain, on sera au rendez-vous jusqu'à la fin des obsèques. Messieurs, dames, essayons donc de parler de ce qui vous a touché. Qu'est-ce que vous avez vu? La Côte d'Ivoire entière a pleuré avec la famille de l'ancien président Daouda. Oui, et je pense que même si au début le président n'était pas... Au début du décès, il était avec la famille. Après, quand les obsèques ont véritablement commencé, c'est son gouvernement au grand complet, dirigé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui est parti donner les condoléances du gouvernement. Aujourd'hui, hier, on a eu, qu'on appelle ça, la veillée, et les obsèques de l'État aujourd'hui. Le président, son épouse, tout le monde était là. Et ce qui m'a véritablement marqué, c'est que dans le deuil, c'est le moment qu'on choisit pour régler les problèmes. J'ai vu tous les hommes politiques, toutes classes confondues, assis dans la même salle, se saluant, se faisant des accolades, essayant de se consoler. Toutes les dissensions Toutes les dissensions ont disparu lors du décès du président Henri Konan Bédié. Il n'y avait rien de plus beau pour moi à voir. Et je pense qu'on doit s'inspirer, je le disais, il faut que les Ivoiriens s'inspirent de l'œuvre de Henri Konan Bédié pour véritablement continuer son œuvre de paix. Il ne faut pas qu'on revive cela. Sarah, votre mot? Oui, tout à fait. Je pense que Daouda touche à un point fort, c'est la présence de plusieurs personnalités politiques, de partis politiques différents présents pour ce moment. On se doit en quelque sorte de continuer cette marche vers une Côte d'Ivoire réconciliée. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On est à la fin de la première semaine d'hommage et d'obsèques nationales de feu l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé en août dernier et qui sera inhumé dans la plus stricte intimité début juin. Donc voilà, c'est 2 semaines qui sont prévues pour dire au revoir à celui qui a été le deuxième président de la Côte d'Ivoire. Donc il me semble que demain, il y aura un hommage national qui sera rendu à la présidence puis à l'Assemblée nationale. Et puis samedi, ce sera dédié au parti politique du PDCI où il fut bien évidemment très longtemps le président du parti. Donc on sera là pour la suite et on participera à ces commémorations. Herman, cette levée de corps avec cette homélie et les chants religieux, donc monter en direction du Père, tout ça pour le repos de l'âme du disparu. Je dirais dans la pure tradition catholique, on ne va pas revenir sur la qualité de l'homme qui est baptisé catholique. On a vu son attachement à sa foi, à cette communion avec l'Église catholique. Moi, je pense que ces moments-là, ce sont des moments importants qui doivent pouvoir rassembler tout le monde. Et c'est pourquoi, depuis le début des obsèques, on a constaté que, même avec ce que le secrétaire, le porte-parole du PDCI a dit ici, la multiplicité, c'est-à-dire plusieurs facettes de l'homme, ça fait que lorsque tu as cette dimension-là, en une seule, il y a forcément, lorsque tu pars, tout le monde est au chevet et on le constate, le corps diplomatique, les jeunes, enfin, tous les institutions dans lesquelles il est passé. Donc, je veux dire que c'est un moment fort. J'ai
beaucoup de tristesse, il ressent beaucoup de tristesse pour son épouse. On le sent, tu sens qu'elle perd son ami, au-delà de l'époux qu'il était. Elle perd son ami, et elle sent vraiment le vide. Et j'espère qu'ils seront toujours là, on sera toujours là à ses côtés pour vraiment la réconforter. Et ça va durer encore jusqu'au 1er juin. Je crois qu'elle a besoin de prière au-delà de l'homme qu'on perd. Très bien. Élisée Boloube, lorsque nous avons vu donc à l'antenne, puisque ça a été rediffusé, je le disais, sur Live TV en exclusivité, la photo du président Bédié, certains Ivoiriens ont commencé à commenter, on dit « Waouh, la vie de l'homme, il part, bientôt c'est la séparation définitive ». Que retenez-vous de cette levée de corps et cette messe de requiem, Élisée Boloube? Déjà, je retiens, moi, deux ou trois choses. Mais la toute première, déjà, c'est que ces obsèques du président Bédié nous ont ramenés au cœur de la culture, la grande culture africaine, de ce que, quand on est dans des périodes de deuil, on fait table rase de tout ce qui peut être, je dirais, divergence, pour ensemble pleurer ce défunt-là qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué à ce que le pays devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà important, cette solidarité africaine que je revendique toujours quand je prends la parole, pour dire qu'on n'est pas forcément obligé de s'attribuer toutes les valeurs qui viennent de l'Occident. On a de très belles valeurs en Afrique et on peut les conserver, ces valeurs-là. Et on retient de l'Occident ce qu'on pense être positif et qui apporte un plus à notre culture et qu'on ajoute et puis on essaie d'avancer. Ça, c'est des choses vraiment très importantes. Donc, c'est déjà la première chose, cette solidarité-là. Et je lui ai dit que cette fraternité qui doit toujours animer les Africains, surtout dans des périodes aussi douloureuses, ça, c'est déjà la première chose, la présence de toutes ces personnalités que je peux noter. La seconde chose, c'est que M. Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, au-delà de tout ce que les uns et les autres auraient pu penser de lui, a marqué de ses empreintes l'histoire de ce pays. Clair. Voilà, ça, quand on regarde, on voit tout ça. Quand on voit déjà même les mots que son décès a créé, a suscité dans l'opinion nationale, on comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui a compté dans l'histoire de ce pays. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, je termine par ça, à l'image de ce que Bédié a fait, c'est-à-dire en contribuant à l'avancée du pays, c'est que chaque Ivoirien se dise qu'est-ce que je fais pour que demain, quand je ne suis pas là, on puisse quand même reconnaître ou on puisse quand même dire que si le pays a bougé d'un pas à ce niveau, c'est parce qu'un tel a contribué à ce moment précis. Ça doit être une interrogation que chacun doit pouvoir avoir. Marius Komoré, quels étaient les sentiments que vous aviez lorsque vous voyez donc cette levée de corps? On a eu la présence de l'ancien président ghanéen, Dramani. Comment est-ce que vous vous êtes senti en regardant ces images assez dures? J'avoue que ça a été un moment assez émouvant, où la tristesse se disputait aux peines et au chagrin, qui se lisait d'ailleurs sur tous les visages, à commencer par le visage de la veuve, ensuite le visage du président de la République lui-même, et des cadres du PDCI chapeautés par leur président lui-même, le président Tidiam Thiam. J'avoue que ça a été ce matin un moment difficile, quand on a vu le nombre de personnalités présentes, ce qui veut dire que la classe politique ivoirienne, au regard de ce que nous avons vu ce matin, est capable naturellement d'unité, est capable de rassemblement face donc, j'allais pas dire à la mort, mais face à l'utile. Et donc, il faut que les uns et les autres comprennent que nos hommes politiques ne sont pas en vérité des adversaires, pour ne pas, que dis-je, des ennemis, mais de simples adversaires dans l'arène politique, dans la perspective donc soit de se maintenir au pouvoir, soit d'accéder au pouvoir d'État et le diriger. Donc c'est un jeu, hein, mais il n'y a point d'animosité entre eux. Il n'y a qu'à voir sur vraiment cette image, le président de la République et son épouse, très affligés du reste, au regard de ce que nous voyons. Mais il faut également parcourir les autres photos que nous avons pu naturellement partager. Regardez par exemple sur cette photo, la famille même du président Bédié, ses enfants, très affligés. En tout cas, l'émotion est à son comble ce matin à la levée de corps. Très bien. Voilà. Ensuite, nous avons eu la messe de requiem et demain, nous avons un hommage évidemment au palais présidentiel. Daouda, il était important qu'on marque le pas au niveau de la présidence pour saluer l'homme d'État qu'il a été, le chef de l'État qu'il a été. Oui, c'était important. Je pense qu'aujourd'hui, c'était quoi la levée de corps. La levée de corps. Et la après, messe de requiem. La messe de requiem. Mais je pense qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de dire,
Henri Konan Bédié a été chef d'État, il a dirigé ce pays-là pendant 6 ans. Et même après le décès de feu le président Félix Houphouët-Boigny, c'est lui qui a repris le flambeau pour redresser la barre du navire ivoire. Donc on ne peut pas lui dénier cela. Quand on regarde tout le sacrifice que Henri Konan Bédié a fait pour la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour, l'État ne pouvait que l'honorer dans sa plus grande splendeur. Après cela, il a été président de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'après l'hommage de l'État, il y aura l'hommage à l'Assemblée nationale. Ce qui est tout à fait normal. Quand on regarde son parcours depuis les États-Unis en tant qu'ambassadeur, son parcours en tant que ministre de l'économie et des finances, son parcours en tant que président, on ne peut que rendre hommage à Henri Konan Bédié pour les actes qu'il a posés, l'acte de contrition dont il a fait preuve pendant tout au long de son parcours. Voilà. Élysée en parlait en disant que c'est un grand homme d'État. Comment faire pour pérenniser ses actions, Herman? Moi, je pense qu'on sait... Soumaïla Brindoumi en parlait, en parenthèse, certaines qualités de l'homme. Il en parlait. Eux-mêmes, ils ont pu découvrir ce que les gens disent, d'autres choses disent de l'homme. Moi, je pense que pour pérenniser ce que Bédié a laissé, d'abord, au niveau de sa famille politique, il faut juste que les gens gardent le ton. Aujourd'hui, on a compris que malgré son départ, ils ont adopté plus ou moins sa manière de faire. Le PDCI n'a pas tangué, le navire PDCI n'a pas tangué. Ils doivent continuer dedans. Et il faudrait qu'au niveau même toujours de cette famille politique, les militants privilégient, ou bien les dirigeants de ce parti privilégient toujours le dialogue qui est une arme, est un outil indispensable au niveau du PDCI-RDA. Mais pour terminer, l'œuvre de Bédié aujourd'hui, moi j'allais conseiller aux plus jeunes de chercher à revoir, à relire ou bien à chercher à creuser pour apprendre beaucoup d'enseignements. Il a été incompris, comme le secrétaire général Brindoumi l'a dit. Il faudrait que les jeunes s'intéressent aux hommes politiques, et notamment ceux qui s'en vont, ce qu'ils laissent pour qu'on puisse les pérenniser. Sarah, dites-nous, pour vous, comment faire pour pérenniser les actions d'un tel homme? Je rappelle, pour hier, par exemple, le porte-parole honorable Soumaïla Brindoumi disait que le secret, par exemple, de son couple, il était très, très, très lié à son épouse. Un couple qui n'a pas tangué, il était fort, des enfants bien éduqués, loin de la politique. Ce sont des valeurs qu'il faut communiquer aux plus jeunes aujourd'hui, Sarah? Oui, bien sûr, tout à fait. Et je pense qu'il est très important qu'au sein de l'enseignement et des écoles de Côte d'Ivoire, on apprenne l'histoire du pays aux enfants, à la jeunesse. Exactement. Et c'est aussi du devoir, un petit peu peut-être de la responsabilité de la famille. Maintenant, d'Henri Konan Bédié, de transmettre, si vous voulez, cet héritage via des recueils, via des mémoires. C'est autant de travail maintenant qui devra être mis en place à travers, je suppose aussi, on voit souvent des fondations qui se mettent en place pour honorer la mémoire d'un grand ancien chef d'État. Tout à fait, c'était un grand chef d'État, mais j'aime aussi rappeler qu'il était de sang royal et une autorité pour la communauté baoulé. Donc c'est autant d'histoires, autant de responsabilités à partager avec les générations futures. Élysée Boloube, j'aimerais qu'on réagisse sur le point de Sarah, l'héritage qu'on laisse à la Côte d'Ivoire. On parle de la pérennisation de ces actions. Elle parle de documentaires, de fondations. C'est essentiel de le faire pour diffuser ces valeurs-là. Oui, c'est important pour que la mémoire collective puisse garder ça. Vous savez, en Afrique, on est beaucoup plus enclin à la tradition orale, ce qui fait que très souvent, des valeurs se perdent en coup de chemin parce que d'une bouche à une oreille, entre-temps, beaucoup de choses peuvent changer. Donc peut-être c'est le temps maintenant pour tous nos historiens, pour tous nos conservateurs, vraiment de rédiger des mémoires, de rédiger des documents qui pourront revenir vraiment sur ce qui a caractérisé la vie de l'individu, faire ressortir ces valeurs-là qui vont servir éventuellement pour la génération future. Moi, à ce titre, je voudrais déjà dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, de ce que de son vivant, il a baptisé ce pont-là, le troisième pont au pont Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, on voit vraiment la pertinence de cette action-là. Voilà, donc au-delà de tout ce que les gens peuvent penser ou des considérations d'autres politiques, moi je salue cette initiative. C'est déjà souvent très bon d'honorer des gens de leur vivant et cet acte du président de la République, quand même, pour moi, mérite en tout cas d'être salué. Marius Komoré, de ce que nous avons vu depuis les obsèques, le début officiel, depuis le dimanche jusqu'au ce matin, qu'est-ce que vous retenez avant d'entamer donc les dernières étapes jusqu'au repos éternel?
Je me rends compte tout simplement que M. Henri Konan Bédié a été un grand homme d'État qui a marqué d'une pierre blanche également, comme Houphouët Boigny l'a fait, ce pays, l'histoire de ce pays. Je fais également l'heureux constat de savoir que, comme je le disais à l'entame de mes propos, en début d'émission, que nos hommes politiques ne sont pas aussi opposés que ça. Voilà, j'ai fait en même temps l'heureux constat que la nation tout entière sait se retrouver lorsque l'opportunité s'offre. Et en pareille circonstance, et pour nous qui sommes à Caen, eh bien, les divergences doivent se taire pour faire place au recueillement, pour faire place au deuil, en accompagnant dignement l'illustre disparu. Et c'est ce que les Ivoiriens, dans leur ensemble, l'ont attesté. Et Live TV n'a pas fait autre chose que de les accompagner. Évidemment, et Live TV sera encore au rendez-vous demain à partir de 10h, de 10h à 12h. Vous avez l'hommage de la nation et les honneurs militaires au palais de la présidence de la République. Et de 15h à 18h, il y aura donc l'hommage à l'Assemblée nationale. Rassurez-vous, vous aurez donc tous ces événements en direct sur Live TV. Encore une fois, Yako à nous, Yako à la famille et Yako à la famille Bédié surtout. Alors, messieurs, nous allons parler de toute autre chose. Et pour mieux, justement, nous expliquer ces points, nous allons avoir, justement, un analyste financier pour nous expliquer un peu cette nouvelle donne. Mais avant, vous le savez, lors de ce Conseil des ministres d'aujourd'hui, il a été dit que désormais, alors je vais essayer de faire un peu plus simple, le paiement des impôts, pour ceux qui doivent aux impôts, le paiement se fera directement sur votre compte. C'est-à-dire que si vous ne payez pas, Marius Comoé, vos impôts, eh ben, on ne se fatigue plus. On va voir votre banque pour dire il ne nous a pas payé, vous défalquez directement sur son compte. Alors, réaction rapide avant d'avoir notre analyse financière pour nous expliquer. C'est Daouda qui ne paye pas ses impôts. Nous expliquer cette donne. Alors, Daouda, réaction. Non, je pense que lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a décidé que désormais, parce que ce paiement d'impôts qui est prélevé à la source, ce n'est pas pour tout le monde. Exactement. C'est pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 200 millions ou bien qui payent 50 millions d'impôts. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est une bonne initiative. Pourquoi, Daouda? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se plaint à tout va. Aller sur le compte en banque des personnes et récupérer? Oui, c'est très important qu'on aille récupérer. Parce qu'aujourd'hui, cette mesure que l'État prend, pour moi, c'est une façon de lutter contre la corruption. Ah bon, comment ça? Oui, quand je parle de corruption, pourquoi? Parce que dès l'instant qu'il y a le facteur humain dans la déclaration, l'impôt est déclaratif. C'est ça. Je suis une entreprise, je décide de dire, j'ai dit, bon, j'ai décidé d'avoir des temps, mais voici ce que j'ai fait pour cette année. Il n'y a aucun contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Un contrôleur des impôts peut venir, après, quand on regarde nos pays où on parle de corruption, même si on a pris, on a évolué en termes de classement sur la corruption, mais la corruption règne toujours. Donc, un contrôleur des impôts peut décider de dire, bon, ok, je prends ce montant et tu déclares X montant. Donc, pour éviter la main humaine. Pour éviter la main humaine de certaines personnes, pour ne pas que l'État perde autant d'argent, désormais, si tu as 200 millions de chiffre d'affaires ou payant 50 millions, quand même 200 millions, ce n'est pas 200 francs, quoi. Donc, on va le prendre dans ton compte directement. Et puis c'est simple. Marius, comment est réaction sur ce sujet-là? Alors, il faut dire tout simplement que c'est depuis le 12 avril 2017 que l'État a instauré donc, la déclaration et le paiement des impôts via le net, donc via la plateforme e-impôt. La plateforme numérique e-impôt. Via la plateforme numérique e-impôt. Merci, mon cher Élisée Bolugue. Après avoir dit merci, on continue. Cela sous la gouvernance donc, du ministère du portefeuille de l'État par le ministre Abdraman Cissé. C'est lui qui est l'initiateur de ce projet. Quelle est votre réaction donc, sur le projet? Et donc, c'est un projet audit du gouvernement qui tend donc à moderniser donc, le paiement et la déclaration et le paiement des impôts. Mais comme l'a dit mon cher frère Daouda, nous on sait très bien que l'objectif du gouvernement, c'est de capter l'entièreté des impôts que doivent la majorité des entreprises qui rusent. Mais bien sûr, nous savons tous que certaines entreprises rusent dans le paiement de leurs impôts. Et pourtant, ces entreprises gagnent beaucoup d'argent et il est donc indéniable pour l'État de percevoir l'impôt, la totalité de ces impôts sur ces entreprises en allant à la source et donc dans leur banque
pour prélever ce qu'ils doivent, ce qu'elles doivent, puisque je parle des entreprises, ce qu'elles doivent donc aux finances de l'État. Herman, quel commentaire en faites-vous? Je pense que ça revêt plusieurs avantages. D'abord, ça va faciliter le processus de recouvrement. Et puis, c'est aussi un avantage quand même pour les entreprises. Même si, pourquoi? Parce que lorsque tu ne payes pas tes impôts à temps, il y a des pénalités qui s'ajoutent. Maintenant, si on te prélève à la base, voilà. Moi, je pense que ça va permettre à l'État de pouvoir mieux planifier son budget. Parce que vous savez bien que lorsqu'il y a des pressions en termes comment on appelle, de collecte de revenus, de ressources pour le budget, et qu'on a des urgences, on est obligé de faire recours à ce qu'on n'aime pas, à la dette, à prendre des crédits. C'est ça. Or, on a de l'argent potentiel qu'il y a. Maintenant, au-delà de ça, il ne faudrait pas se limiter seulement à collecter, à prélever. Il faut chercher à élargir l'assiette fiscale. Vous savez bien que, c'est vrai, on parle de recouvrement, mais tout ce qu'on gagne en termes de revenus, ici, il y a beaucoup de multinationales et de succursales qui échappent à cela, puisque avec le système de double imposition, ces entreprises-là ne versent pas des impôts ici. Or, elles représentent au moins 80% donc il faut regarder sur ce côté-là. Sur ce côté-là, du PIB dont on parle. Le PIB ne profite pas encore. Il faut regarder sur ce côté-là. Avant de poursuivre, peut-être qu'on va revenir, il y a d'autres éléments. Notre économiste en chef, quelle est votre réaction sur cette décision du gouvernement? Alors cette mesure, elle vise des prélèvements bancaires. Donc là, en fait, on passe à un prélèvement automatique, ce qui rend les choses bien plus pratiques concrètement, parce que même si on oublie, l'État sera là pour nous rappeler qu'il y a un prélèvement à faire. Donc ça évite les oublis, ça évite les retards et du coup les pénalités, etc. Mais surtout, ça évite effectivement, comme il a été dit, la corruption, parce qu'il y a moins d'intermédiaires et pour le coup, le cash ne circule pas je ne sais où, il est prélevé directement du compte bancaire vers le compte de l'État. Dans ce sens, il y aura forcément moins de corruption, moins de problèmes, mais ça ne viendra pas, je pense, régler le souci des personnes qui vont déclarer qui font 200 millions de chiffre d'affaires alors qu'ils en font 300. Ça, c'est le contrôle des impôts qui pourra le vérifier, le contredire, mais le prélèvement bancaire, non. Mais par contre, il sera automatisé et rendra la vie de beaucoup bien plus simple. Et c'est, comme le disait Herman, une ressource qui est très importante. Les recettes fiscales, c'est entre 45 et 50% des ressources totales du budget. Et on parle ici, effectivement, on donne un chiffre d'affaires. On pense tout de suite, automatiquement, quand on pense recettes fiscales, impôts, taxes et grandes entreprises. Mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la majorité des entreprises sont des PME, sont des petites et moyennes entreprises, pour 98%. Or, dans ce chiffre, 90% des PME, il y en a 60 000 qui sont formelles, donc déclarées, donc elles payent des impôts. Et il y en a 150 000 qui sont dans l'informel. Donc toutes ces entreprises, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, pour un entrepreneur, c'est pas cool de payer des impôts, mais c'est très important déjà quand on a une entreprise déclarée, de protéger ses employés, etc. Et puis pour l'État, d'avoir des ressources beaucoup plus importantes et éviter, comme disait Herman, d'avoir recours à d'autres formes de ressources comme la dette. Donc c'est vraiment chercher dans la poche les porte-monnaies des non, je dis pas alors de toutes les entreprises qui génèrent. C'est sur les bénéfices. Non, je veux juste dire, c'est sur les bénéfices qu'on paye des impôts quand une entreprise ne va pas bien. Et d'ailleurs, quand vous êtes déclaré, vous avez accès à une multitude d'aides, à une multitude d'incubateurs, etc. pour vous accompagner. C'est clair que les impôts, c'est jamais sympa de les payer, mais au moins, ça permet d'avoir ses propres richesses et diminuer le recours à la dette. Alors, Élisée, justement, ce recouvrement, on comprend bien qu'il est arrivé pour régler un problème, avoir directement à la ressource, éviter des mains. Les mains baladeuses? Des mains ou des mains qui seraient innocentes. Mais au-delà de cela, est-ce que ça règle un autre problème, Élisée Bouloube? Bon, oui, je ne vais pas revenir sur les déperditions éventuellement que ce système-là va résoudre. Mais je crois que, déjà, je veux m'appuyer sur ce que le porte-parole du gouvernement a dit, parce que quand il a fini de donner cette information, il a pris la peine de préciser qu'ils y sont arrivés après échange avec le secteur privé. Ça veut dire que ce n'est pas une décision unilatérale où le gouverneur est resté dans un bureau de concertation. Et puis il a signé, il a pris la décision. Non, c'est vraiment après des échanges. Et donc, comme lui-même l'a qualifié, d'accord parti qu'ils en sont arrivés là. Donc ça, c'est déjà quelque chose que moi je salue, parce que c'est ce qu'on demande toujours. Il faut que le gouvernement travaille de toute façon pour tout le monde.
aussi bien le citoyen lambda que pour les entreprises. Donc, il faut à un moment donné que ce cadre de concertation que l'État a réussi à créer là subsiste et demeure pour qu'on puisse vraiment évacuer un certain nombre de problèmes. Maintenant, moi, je pense qu'au-delà de ce prélèvement, ce qu'il faut faire maintenant et auquel vraiment l'État doit pouvoir s'attaquer de façon frontale, pour moi, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Oui. C'est la chose la plus... Voilà, c'est vraiment l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut qu'on y arrive. Il faut vraiment qu'on y arrive. Il y a plusieurs réformes qui ont été annoncées dans ce sens-là. Je crois qu'il faut faire maintenant le pas de quitter l'annonce maintenant pour matérialiser ça de façon pratique. Daouda, vous avez un ajout à faire? Oui, j'ai un ajout à faire. Je pense que Élisée Herman parle de l'élargissement de l'assiette fiscale, mais aujourd'hui, je veux dire, quand on récupère tout cet impôt, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des routes, on a des ponts, on a des hôpitaux et autres, mais je pense que souvent, quand certaines personnes se plaignent des impôts, on nous prélève des impôts, souvent, ils ont envie de ressentir ce prélèvement d'impôts dans leur vie. Donc, je veux dire, techniquement, il faut qu'au niveau social, que des choses soient faites. Je vais jouer le rôle du représentant spécial des consommateurs, de sorte que le coût de l'électricité puisse baisser, le coût de la vie puisse baisser aussi. Parce que quand on prend les impôts, c'est pour aider à tout cela. Très bien. Voilà. Alors, Daouda Herman, justement, certains de nos internautes sont un peu surpris de la mesure. Il va falloir peut-être bien expliquer. Est-ce que l'État, il y a un qui demande, donc je prends son nom, Titi Elong, notre frère demande, est-ce que l'État, ils ont l'autorisation d'aller directement prélever sur, permettez, Élisée va réagir à cela. Ça c'est vraiment pour nécessaire. C'est moi qui l'espère. Non, moi je pense que c'est un principe simple. On va faire un peu simple. Vous voyez, par exemple, moi j'ai souscrit à une assurance à laquelle j'ai donné l'autorisation de faire un prélèvement direct. Donc cette assurance-là peut me permettre, voilà, dès la fin, ou bien vous êtes... on a notre expert Élisée, n'oubliez pas surtout ce que vous êtes en train de dire. Monsieur Armand de Gbaka, bonsoir. Il est donc consultant formateur, banquier et analyste financier. Monsieur Armand de Gbaka, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, madame. Très bien. Alors, la thématique pour nous, c'est de bien comprendre cette mesure-là qui dit que désormais, pour les entreprises qui ont donc un chiffre d'affaires de 200 millions et 50 millions qui ne payent pas leurs impôts, l'État a la capacité donc d'aller directement sur leur compte en banque se faire payer. Alors, réaction ou explication meilleure? Bon, d'abord, il s'agit d'une prérogative régalienne de l'État. Oui. L'État a plusieurs modes de recouvrement pour pouvoir améliorer ses rentrées fiscales. Et donc, c'est un mode comme un autre qui a été choisi. Alors, moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Si les contribuables et l'État sont d'accord que les impôts sont obligatoirement payables, il devrait accepter le mode de paiement. Et puis, je ne pense pas que l'État ait institué un débat pour ça. Donc, je pense que c'est tout naturel, ce choix-là. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, certaines personnes, justement, je parlerai donc de notre frère sur la plateforme digitale, Titi Elong. Comment est-ce que ça se passera de façon concrète, le process? Quand on fait les papiers de l'entreprise, on a votre compte en banque, on a votre mail et tout. Donc, l'État directement communiquera avec la banque, c'est cela? Bon, c'est l'État, en fait. Qu'est-ce que le processus? Oui. L'État doit communiquer pour savoir comment ils le prennent. Ah, d'accord. Est-ce une application spéciale qui va se faire? Est-ce que cette information portée sur le registre de commerce et du crédit immobilier sera utilisée par l'État pour regarder le compte en banque, puisque c'est une information qui est publique. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Merci en tout cas, Monsieur Armand de Gbaka. Je rappelle que vous êtes analyste financier. Vous êtes également formateur. Merci d'avoir éclairé nos lanternes sur cette problématique. Merci beaucoup et continuez de suivre Live TV. Remercie. Merci. Merci beaucoup. Herman? En fait, moi, je voulais revenir un peu... Oh, mais c'est Élisée qui avait la parole, pardon. Non, Élisée, vas-y. C'est Élisée qui avait la parole. Allez-y, Élisée. Non, voilà, donc je pense que, bon, il a un peu évoqué un peu, donc le mécanisme, comme Sarah me le soufflait déjà un peu à l'oreille, dans plusieurs autres pays, voilà, surtout les pays occidentaux, c'est déjà fait. Voilà, on ne viendra pas devant ta porte pour dire non, paye ton impôt. Vraiment, il y a des mécanismes déjà mis en place de sorte qu'à la source, déjà, c'est prélevé. Je crois que c'est ce mécanisme-là qui est... Je pense qu'en fait, ils ont un site internet qui va être... qui s'appelle
s'appelle e-impôt. Il faut E-impôt, simplement s'y voilà. rendre. Il faut partir, en fait, tu vas t'inscrire. En sorte, c'est un peu comme si tu donnais l'autorisation Oui, bien à sûr. l'État de te prélever à la source. C'est ce que tu as dit, en fait. C'est ça. Donc, c'est juste que tu Via un vas... relevé d'identité Voilà, donc bancaire, tu te voilà. connectes sur leur base de données, tu donnes l'autorisation. Donc, chaque fin du mois ou bien chaque trimestre, on te prélève. Exactement. Pour les multinationales étrangères, Aman, vous parliez tout à l'heure de double imposition. Est-ce qu'on aura un système qui peut-être les obligera à payer directement ici, selon vous? Ben non, ça, je pense que la mesure concerne cela. Non, je parle Et d'autre tout chose, à l'heure, hein. quand Sarah parlait de la mobilisation, les PME, PME, constituent oui. environ Oui, oui. 90%. Mais les 10% qui ont le gros chiffre ne participent pas à cela. C'est dommageable. ça. Je pense qu'au Pas fur et à Au fur et à mesure, mesure. Ouais, tout à fait. le gouvernement va trouver une forme. Mais moi, j'espère que ce mode-là de recouvrement-là va aussi concerner les taxes. Parce qu'il y a eu un débat sur les taxes sur les ordures ménagères qui sont prélevées, qui sont à chaque fois sur les factures d'électricité. Il y a eu un débat une année en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ANASU estimait qu'elle ne voyait pas la traçabilité de cet argent-là. Donc, même aussi au niveau de la RT, je me souviens qu'il y a eu par moment débat, comme quoi certains DG disaient que La cette taxe, la redevance-là, redevance, ce n'est pas directement à elle. Donc, j'espère que l'État va trouver la formule aussi Pour éclaircir pouvoir ces points-là. permettre aux structures qui devaient bénéficier de ces Il y a taxes trop qui de sont do- il y a prélevées trop là, de zones d'ombre. pour pouvoir les recouvrer pour ces structures. Parce que quand on te dit quand même 2000 francs CFA en termes de redevances, RTI, on connaît les nombreux ménages qu'on a et les abonnements, enfin, des factures qu'on a. Et que, par moment, ce média d'État-là pose à des préoccupations financières. Je pense que, Mais je ne pense pas qu'ils sont les seuls Non, mais à utiliser cet argent. sur Mais la question- par contre, sur la question, j'aimerais écouter Marius, parce que je pense sur qu'à la un moment donné, vous question, étiez on dans le avait conseil interrogé d'administration. justement à Oui. l'époque la direction générale de la CIE sur la question de la redevance audiovisuelle. Et il nous avait été rapporté qu'à l'époque, la CIE déclarait environ 900 000 Ivoiriens, non pardon, Ivoiriens? oui, c'est ça, 900 000 Ivoiriens qui étaient abonnés à son parc. 900 000 abonnés. Pardon 900 000 abonnés. Parc d'abonnés. Oui. Et donc, nous avons voulu aller plus loin et il y a environ 3 ans, nous avons remis le couvert et on nous a annoncé plus d'1 million d'abonnés. Aujourd'hui, nous sommes plus d'à 2 millions d'abonnés. Mais tenez-vous bien, la CIE déclare que 300 000 abonnés qui payent la redevance audiovisuelle. Ben, ça, je peux vous dire, le mot, il est peut-être faible pour nous, mais nous disons qu'il y a certainement des zones d'ombre. donc Très l'État bien. doit pouvoir, Que avec l'État ce devrait mode-là, pouvoir voir. pouvoir Parce que ce chercher n'est pas à- normal que le parc d'abonnés de la CIE Augmente. Augmente et- oui, soit à ce niveau-là, Et puis de 2 millions d'abonnés. Aujourd'hui, presque tous les Ivoiriens payent la redevance audiovisuelle. Et puis, la CIE ne déclare que 300 000 abonnés. Très Mais l'argent même n'est même pas versé dans les caisses de la RTI, pour laquelle on paye cette redevance. L'argent est versé dans les caisses de la BNI, la Banque nationale. Marius, de comme vous l'investissement. étiez à un moment donné président, enfin pas président, mais dans ce conseil d'administration-là, justement. À la RTI, bien Donc vous êtes sachant de cette chose, et Bien sûrement entendu. que ce sujet-là sera encore ouvert ici Oui. pour C'est- meilleure c'est une compréhension. préoccupation majeure pour nous et pour l'ensemble des Ivoiriens. Et nous Très voulons bien. vraiment un jour que l'État nous éclaire sur cette histoire de redevance audiovisuelle. Merci On paye à beaucoup. qui, l'argent Marius sert Komoé. à quoi, et puis la RTI... Marius bon. Komoé, C'est que ce sujet-là te le passionne. sujet est Mais oui, terminé. oui, parce que c'est... Marius, merci beaucoup. Le Les sujet, Ivoiriens le doivent sujet faire est quelque chose terminé. dans la gauche. Leur argent, Messieurs, on fait ça balle au avec. centre, hein, balle au centre, et partons à la douane. Ah. Partons à la douane. Vous le savez, nous avons déjà épilogué sur la question, mais attention, le porte-parole du gouvernement a encore réagi le mercredi 22 mai, donc aujourd'hui, à l'affaire des faux diplômes au concours de douane. Les 87 agents, vous vous rappelez, déclarés admis au concours professionnel exceptionnel avec de faux diplômes, risquent l'exclusion de la fonction publique et pourquoi pas de lourdes peines correctionnelles. Il dit, je le cite, « Il est temps que chacun comprenne et ne comprend pas pourquoi cette affaire fait autant de bruit. » Marius Komoé, réaction. Alors, à dire vrai, la question des faux diplômes n'est pas nouvelle dans notre société. C'est d'autant plus que, depuis la nuit des temps, beaucoup ont rusé avec l'administration publique et même avec le secteur privé, avec des diplômes qui véritablement n'en sont pas. Et ils arrivent à avoir du travail, ils arrivent même à compétir à, j'allais dire, À armes égales. à armes égales avec de vrais Ivoiriens qui détiennent de vrais diplômes.
très souvent, certains même réussissent à ces examens avec leur faux diplôme en empêchant ceux qui ont de vrais diplômes d'accéder. Vous êtes donc d'accord avec les peines qui pourraient donc leur arriver, l'exclusion de la fonction même publique? des peines, l'État doit véritablement être très rigoureux sur cette question parce qu'il est inacceptable que quelqu'un qui a eu ses diplômes à la sueur de son front puisse être éjecté dans un concours pour laisser sa place à un autre qui a présenté un faux diplôme. Daouda, réaction? Non, moi je pense que le débat il est clair. Depuis un certain temps, enfin il y a 2 ans, 2 ou 3 ans que la ministre Anoto est là, c'était son cheval de bataille. Faire en sorte d'assainir le secteur, qu'il y ait de l'intégrité, de la probité. Et je pense que le DG de la douane s'est inscrit dans cela. Aujourd'hui, les 87 douaniers... On a entendu dire qu'il y aurait 2 cas qui auraient qui auraient des vrais diplômes, mais on attend que tout ça soit confirmé. Non, en fait, je pense que la dernière fois, j'ai essayé de l'expliquer ici, et même le DG de l'ENA aussi l'a expliqué. Il a dit de faire attention, effectivement. Voilà, parce que dans la question des faux diplômes, c'est vrai, je vous ai dit, il y a de vrais faux diplômes. Et ça veut dire quoi, les vrais faux diplômes? Quand il n'y a pas de vrais faux diplômes, c'est des diplômes qui sont fabriqués de toutes pièces dans le cybercafé du quartier avec des vrais numéros et autres. Très bien. Mais quand on va au contrôle, on se rend compte que ce n'est pas un vrai, c'est un faux. Mais il y a aussi des situations où il y a des écoles qui sont censées faire, par exemple, donner des cours de BTS. Mais qu'en cours d'évolution, ces écoles-là vont décider de faire des licences, des masters. Pourtant, ils n'ont pas l'agrément nécessaire pour donner ces cours-là. Ce n'est pas la faute, souvent, je vais dire, à la décharge de certains douaniers. Aux étudiants, en fait. Très bien. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont allés dans des écoles, en griffe boutique, qui n'ont pas la certification de l'État des Côte d'Ivoire. Et ça doit être pris en compte, en fait. Oui, pour moi, ça doit être, on doit prendre tout ça en compte. Mais maintenant, pour les cas, moi je veux dire, il serait bien pour le pouvoir public de regarder de près, de sorte à voir dans les 87, est-ce que tous les 87 ont de faux diplômes, ou bien il y a des situations où on peut comprendre qu'ils se sont trompés de bonne foi. Très bien. Herman. Voilà. Moi, je pense que cet énième cas de fraude au niveau des concours me permet de dire que le gouvernement est souvent dans la réaction plutôt que d'être dans l'action. Vous savez bien que la fraude est partout, et c'est le ministre même qui le dit. Ce n'est pas seulement dans le secteur des concours, c'est toute notre société qui, à tous les niveaux, qui pêche, qui a des problèmes au niveau de la fraude et autres. Et déjà, même les gens ont estimé combien on perd dans le budget, près de 10% du budget qui est parti par la corruption et autres. Donc, il y a des gens de fraude qui, au cours, lorsqu'on les sait, il faut les adresser. Donc, je pense que pourquoi est-ce qu'il y a les questions des médicaments de rue, les questions des médicaments de rue, ça continue. Comment est-ce que, malgré toutes les mesures qu'on prend, les gens qui font les médicaments de rue continuent de mener leurs activités? Or, on sait les dangers que ces gens de pratique-là ont sur la population. Je propose que l'État mette une structure de prévention des fraudes, une structure en place de prévention même déjà, parce qu'il ne faudrait plus seulement rester dans la réaction. Il faut déjà penser à tous les niveaux de la société, partout où il y a la fraude, il y a la corruption. Il faut qu'on mette une structure pour pouvoir faire une sorte de brigade pour prévenir cela. Très bien, Sarah. Votre point de vue sur le sujet? Moi, je pense qu'avant de pointer du doigt vraiment qui sont d'identifier même les véritables responsables, il faut que l'enquête poursuive son cours pour le moment. Mais vous voyez, ce genre d'événement est très dommageable parce que ça vient vraiment ternir la confiance que l'on peut avoir. Et sachant que pour le président Alassane Ouattara, la bonne gouvernance, la transparence, c'est quand même une de ses grandes batailles. Et c'est pour ça que je suis d'accord, il faut vraiment réagir avec la plus grande fermeté et surtout identifier dans le fond comment cela a pu se passer, comment cela a pu arriver pour faire en sorte que ça ne se passe plus, pas juste au niveau de la douane, mais de plusieurs autres institutions. On ne peut plus se permettre, surtout quand on parle de instituer, mettre en place des prélèvements automatiques pour payer les impôts, etc. Non, la confiance est très importante et je pense qu'il faut absolument réagir avec la plus grande fermeté.
Élisée Boloube, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les points de Daouda, les vrais faux ou les faux vrais, enfin bref. Mais il y en a, comme il le disait dans son explication, il y en a qui se sont peut-être trompés de bonne foi, qui ont eu peut-être, qui étaient dans un établissement qui n'avait pas l'agrément, ils ont eu le diplôme. Enfin bref, est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin, peut-être dans les démarches, Élisée, avant que tu ne dans les commences- recherches, en fait, pour voir. Oui, Daouda. Avant que tu ne partes, il y a souvent même des gens, il arrive qu'ils ont fait cours dans les écoles, Oui. l'école n'existe plus. Mais Il y a des donc, cas comme ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de diplôme, là. Si Mais- il est allé, il a fréquenté, il a eu Ouais. le diplôme de l'école, mais après, l'école a fermé boutique. Et justement, Les si on doit agréments- faire, les si on doit agréments faire sont justement des temporaires. recherches, Voilà. très bien. Élisée, votre point de vue. Oui, je pense que ce problème-là, à mon sens, cette situation qui s'est passée à la douane et dans certains autres secteurs pose la problématique de la nécessité de digitaliser notre administration. C'est en cela que je salue l'initiative prise par les pouvoirs publics. Peut-être qu'il faut aller encore plus loin et ce qui vient de se passer montre qu'il faut aller à l'urgence. Il ne faut plus qu'on voie ça comme vraiment, je dirais, un sujet de second degré. C'est vraiment un sujet important. En réalité, moi je dis que la Côte d'Ivoire a atteint un niveau où logiquement, moi je suis même, si je veux passer un concours, je ne dois même plus prendre mon diplôme pour aller le présenter à quelqu'un pour dire, voilà mon diplôme, j'ai le bac. Il n'a qu'à Non, saisir. systématiquement, je viens, je donne mon identité. On doit être en mesure de vérifier à la DECO, direction des examens et concours, qu'effectivement, je suis titulaire d'un baccalauréat. Mais ça se fait. Aujourd'hui, il y a une administration qui le fait avec le récit aisément la directrice de l'INFAS. Depuis quelques années, elle a réussi à caler ça. À l'INFAS, vous partez déposer vos dossiers sans bruit. Elle ramène tout ça au niveau de la DECO. Vérification, personne par personne. Et on lui ramène le fichier de ceux et en réalité qui ont ces diplômes-là. C'est des choses qu'on peut faire. Donc il faut qu'on arrive déjà à, comme je le dis, on n'est plus dans une situation où on considère ça comme un sujet de seconde zone. C'est ça. C'est une priorité aujourd'hui de digitaliser notre administration, à arriver à ce niveau-là, de sorte que quelqu'un qui veut aller passer, tous les fichiers sont déjà synchronisés. On dit, je suis candidat à un tel concours de la fonction publique. Au niveau de la fonction Très publique, bien. on tape le nom à la DECO. On dit oui, il est titulaire d'un bac en telle année. Tout ça, et puis on évolue. Vraiment, il faut qu'on puisse aller à ce niveau-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu une urgence publique pour moi. Très bien, on se retrouve tout à l'heure. Le Grand Talk continue, merci d'être avec nous. En seconde partie de cette émission, nous allons parler avec le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ceux-ci qui existent depuis 2003, mais basés, on va dire, fortement sur Bouaké. Quand vous comprenez bien la fessée sur Abidjan, à Bouaké, on parle du ceux-ci. Et nous avons donc ici le secrétaire général, Ouattara Clébien Jacob, alias NL. C'est important, le alias NL? C'est votre c'est national. National Israël. Oui, c'est National Israël. Très bien, très bien. National Israël. Les anciens et les sympathisants de la FECI présents ont commencé à nous expliquer un peu les choses. Merci d'être avec nous. Vous avez fait le voyage de Bouaké avec vos amis pour venir participer à cette émission. Merci beaucoup. Présentez-nous un peu ce comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Merci bien, madame. C'est mon plaisir. Je suis Ouattara Clébien Jacob, secrétaire général du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et ce soir, nous sommes là pour présenter le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Le CESI est une organisation syndicale qui milite dans les lycées, collèges et universités publiques, universités privées de Côte d'Ivoire. Et nous sommes fortement basés à Bouaké, mais nous ne sommes pas à Bouaké seulement. Il faut dire que nous sommes basés presque dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et nous militons pour l'intérêt matériel, académique, même moral des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et nous sommes nés en période de crise où des étudiants n'avaient pas... 2003. En 2003. Ouais. Le 12 juillet 2003, où des étudiants n'avaient pas la capacité, sinon le pouvoir de venir à Abidjan pour suivre les études. Okay. Et c'est là qu'ils sont restés à Bouaké, ils se sont reconstitués d'abord en comité des résidents, des étudiants résidents en zone de guerre, et ensuite comité des étudiants restés dans les zones centre-nord-ouest qu'on appelle CNO. Oui. Et pour finir, ils se sont transformés en comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et là, il faut signaler que ce sont ces anciens-là qui enseignaient aussi les élèves dans les lycées et collèges en période de crise. Ces étudiants-là? Ces étudiants qui ont créé le comité des élèves, okay. qui partaient enseigner les élèves dans les lycées et collèges. Parce qu'en ce moment-là, on n'avait pas accès aux professeurs pour enseigner dans ces établissements-là. Oui, en ce moment, on n'avait pas accès aux enseignants. On les appelait des enseignants bénévoles. Bénévoles, c'est donc, cela. c'est le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui s'est organisé déjà pour nous enseigner. Très bien. Herman. Ma première question,
Comment se fait? Parce qu'on sait que de façon naturelle, hein, la FESI ne supporte pas souvent la présence d'autres porte-parole, d'autres interlocuteurs en termes de syndicats sur le terrain. Comment est-ce que la cohabitation à la FESI se fait et comment est-ce que vous avez réussi finalement à vous ancrer dans une zone et que là-bas, vous soyez leader en termes de leadership syndical? D'accord, merci. Et comme je le disais, le CESI a été créé en période de crise. Donc, en période de crise, la FESI n'existait pas dans les zones centre-nord-ouest. Il fallait que des étudiants s'organisent déjà pour mettre en place une organisation, une association pour défendre leurs droits. Et c'est en cela que le comité des élèves étudiants de Côte d'Ivoire est né. Donc, nous avons pris le temps de nous implanter fortement. Et ce n'est pas au nord seulement. Vous allez voir même, nous sommes présents... C'est pas au centre seulement, vous voulez dire? Non, voilà, ce n'est pas au centre seulement, parce que le CESI existe à Korogo, à Boaké, là-haut, à Boasso, sur le sud Comoé, à l'ouest. Même aujourd'hui, à l'université de Bondoukou, vous allez remarquer la présence du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Je parlais en termes de leadership syndical. Mais avec la FESI, nous avons une très bonne collaboration. Nous avons une très bonne collaboration. Dans le milieu estudiantin, il faut éviter aussi de trop gêner l'autre sur son terrain. Et tout le monde le sait. L'université Félix-Boigny, la FESI est fortement implantée. Mais nous aussi, à l'intérieur, nous sommes fortement implantés. Donc, c'est un rapport de considération et de respect. Très bien. Alors, pour bien comprendre la question d'Herman, c'est qu'en 2003, lorsque vous créiez le CESI, le Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de présence syndicale de la FESI dans cette zone, dans les zones CNO. C'est ce que vous dites? Effectivement. Très bien. Élisée Boloube? On sait plus ou moins un peu comment fonctionnent les syndicats estudiantins. Moi, je voudrais bien savoir aujourd'hui qu'est-ce qui démarque le CESI de la FESI. Parce que là, tout à l'heure, vous dites que vous collaborez très bien et que l'autre ne doit pas, en quelque sorte, marcher sur les plans de bande de l'autre. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire que la CESI, si on vous demandait de vous présenter en termes de, je vais dire, de vécu, de fait d'âme, c'est quoi aujourd'hui qui peut justifier qu'on puisse accorder un certain crédit au CESI? D'abord, moi, je vous dis merci d'abord. Et il faut dire que la crédibilité du CESI est remarquable. Parce que si vous faites la remarque un peu au niveau des universités à l'intérieur, les grèves sont moindres. Parce que chez nous, c'est une école dans un esprit nouveau. Et nous travaillons véritablement sur la pacification des espaces universitaires. Ça, c'est notre credo. Travailler sur la pacification des espaces universitaires et scolaires. Et nous pouvons dire que c'est ce qui démarque le CESI des autres organisations syndicales. Parce que chez nous, c'est la négociation. Et nous privilégions toujours la négociation. Mais en même temps, vous dites ça, mais pendant votre élection ou pendant les préparatifs de votre congrès, il y a eu des challenges. Il y avait donc la CAN organisée. Les autorités vous ont demandé de surseoir à tout ce qui est congrès ou discussion pour éviter que la ville de Boaké, qui est un point névralgique de notre dispositif pour la victoire, ne puisse être, en plus, nous exposer aux yeux des étrangers, aux palabres, avec la CESI. Alors, quand vous parlez de pacification, je suis un peu surprise. Meilleure explication peut-être? D'accord, merci bien, madame. Et comme je le disais, le CESI traverse la pacification. D'abord, dans les organisations estudiantines scolaires, on n'apprend pas la violence. Dans aucune organisation en Côte d'Ivoire, on apprend la violence. C'est ça. Si vous avez fait la remarque, dernièrement, c'était dans le mois de décembre, où il y a eu des différends au niveau du CESI. Et février également. Ouais. Voilà, février aussi, relativement aux différentes élections du poste de secrétariat général. Votre élection était contestée? Par des personnes qui ne remplissaient pas les critères. Nous, chez nous, les critères sont simples. Et le règlement, c'est au niveau de l'article 23 du règlement intérieur. Et notre règlement intérieur, ce n'est pas comme c'est quand je suis arrivé à la tête du comité des élèves étudiants de Côte d'Ivoire que j'ai souhaité modifier le règlement intérieur. Non, c'est notre ancien secrétaire général qui nous a remis le règlement intérieur. Vous êtes le troisième secrétaire général? Je suis le troisième secrétaire général. Et c'est notre ancien secrétaire général qui nous a remis le règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur, à l'article 23, il est dit que pour faire acte de candidature, il faut être d'abord étudiant ou élève régulièrement inscrit. Il faut être à jour de ses cotisations et n'a jamais fait l'objet de sanctions. Et il faut être responsable dans une entité du CESI. Et les entités du CESI sont c'est le BED, Bureau exécutif national, il y a la coordination et il y a les sections. Mais généralement, si vous avez fait la remarque un peu, ceux qui se plaignent de part et d'autre, on leur demande simplement, ils sont responsables dans quelle entité. Ils n'arrivaient pas à le dire. Et nous aussi, à notre niveau, on ne peut pas forcément tordre le cours au règlement intérieur. Très bien.
Et ce qui encourage même, sinon favorise les violences dans les organisations, il faut dire qu'il y a des mains occultes. Il y a des personnes qui encouragent. Et là, j'aimerais m'adresser au ministre de l'Enseignement supérieur. Il faudrait que dans son ministère, qu'il essaie d'organiser des séminaires sur la pacification. Sur la pacification des espaces universitaires. Et même, on doit même former des politiques sur la pacification des espaces universitaires. Il y a des mains noires qui ont contrôlé certains de vos... Voilà. Il y a des mains noires qui encouragent. Vous les avez identifiées, ces mains qui sont noires? Nous les avons identifiées, mais nous voulons d'abord échanger avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Avant de pouvoir révéler les noms. D'accord, très bien. Élisée Boloubé et ensuite Marius. OK. Oui, Herman? Oui, bon, moi, ma question, j'allais le... Est-ce que vous aviez déjà la parole? Moi, j'ai bien parlé, parlé. Élisée aussi. Voilà. Il reste Sarah et peut-être... Très bien. Alors, Il voulait gratter. on va gratter un peu avec Élisée, ensuite Sarah, et puis voilà. Élisée, allez-y. OK, d'accord. Pas que je veux vous comparer, mais que ce soit au niveau du CESI, au niveau de la FESI, on voit chaque fois qu'il y a des remue-ménages au sein de ces organisations, lorsqu'il s'agit de renouveler les instances. Est-ce que ce n'est pas parce qu'en réalité, au-delà de l'intérêt ou de la lutte pour l'intérêt des étudiants, vous y avez quelque part des avantages, des intérêts qui n'ont rien à voir avec la vie des étudiants? Exemple, Élisée. Mais exemple, on prélève des taxes sur l'espace universitaire. Vous louez des chambres. Voilà, on loue des chambres en cité universitaire. Marie, c'est une question, bien vous affirmez. Il loue des chambres. Non, on doit dire ça. Il va répondre. Bon, Vous affirmez. alors, que se passe-t-il? Oui, Voilà. allez-y, répondez à la question. Dans les bases que vous contrôlez, y compris Boaké, vous louez des chambres? Non, le CESI ne loue pas des chambres. Le CESI n'a pas le droit d'attribuer des chambres à des étudiants. Maintenant, j'ai suivi une émission ici où on accusait les responsables syndicaux, où sont les organisations estudiantines, de vendre des chambres sur les espaces universitaires. Mais qui présente ces chambres-là aux responsables estudiantins? Donc, on vous envoie des chambres à mettre en location? Non, je ne dis pas qu'on nous envoie des chambres. Oui. Mais je dis simplement qui sont ceux-là qui sont chargés de veiller sur la bonne gestion des chambres. C'est le coût. C'est le coût. Donc maintenant, c'est au coût de pouvoir loger les chambres. Vous allez voir un peu. Au niveau du CESI, par exemple, il y a des étudiants à Boaké qui dorment dans les amphis. Mais si un responsable universitaire, un responsable syndical rencontre peut-être un étudiant dans ce cas et il découvre qu'il y a une chambre qui est réservée pour quelqu'un, il va forcément rencontrer l'autorité pour lui dire cette chambre ne doit pas être réservée. Il y a des chambres réservées? Oui, il y a des chambres réservées. À qui? À des personnes. Lesquelles? À des étudiants qui ne sont pas encore arrivés à l'université. Et ça, c'est une réalité. Ça fait plusieurs années maintenant, nous disons non, les étudiants vendent des chambres, mais il faut aussi dire quel est le véritable problème. Très bien. Sarah? Oui, merci Christelle. Bon, j'ai deux questions car mon tour a sauté. Je commence par la première rapidement. Je voudrais vous poser une question très simple. J'aimerais revenir un petit peu sur la mission principale de votre syndicat. C'est un comité qui agit au nom des élèves et des étudiants en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelles sont les principales revendications des étudiants aujourd'hui, des élèves, et quelles sont vos actions? Deuxième question. On a reçu il n'y a pas très longtemps une personne ici qui venait faire la promotion d'un forum pour des étudiants, notamment pour promouvoir les diplômes ivoiriens et dire qu'un diplôme ivoirien vaut autant qu'un diplôme à l'étranger. J'aimerais savoir, dans ce cas de figure, est-ce que vous collaborez, est-ce que vous avez des partenariats également avec des écoles internationales qui pourraient apporter une plus-value et aider les Ivoiriens à faire valoir leur diplôme? Il va répondre à la première question. Pardon, ça fait beaucoup, mais Merci bien, madame. Relativement à la première question, j'aimerais dire que les principales revendications du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire sont multiples, mais dernièrement, le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a mené plusieurs actions pour la réintégration des étudiants sur le fichier normal et pour la réouverture des inscriptions. Parce qu'à ce niveau aussi, je dis réouverture des inscriptions, pourquoi? Parce qu'il y a des étudiants qui sont en attente de l'autorisation d'inscription, surtout en thèse. Et on ferme les inscriptions. Nous, on dit non, ça, ce n'est pas la faute de l'étudiant. Ce n'est pas la faute de l'étudiant. Donc, il serait important qu'on puisse déjà ouvrir les inscriptions pour permettre à cette dernière-là de Ça fait s'inscrire. partie, c'est une de vos revendications. C'est une de nos revendications. Et nous avons lutté aujourd'hui pour la réhabilitation des espaces universitaires. À Boaké, particulièrement, il n'y avait pas de terrain de sport. Sur le campus? Oui, campus 1, 2 et la cité forestière. Il n'y avait pas de terrain de sport. Et nous avons mené des luttes pour que ces espaces-là soient véritablement réhabilités. Et ça a été fait? Et ça a été fait. Très bien.
Très bien. Et pour les partenariats? Oui, les partenariats. Les partenariats, ce ne sont pas avec ivoiriens. des universités, mais plutôt avec des organisations estudiantines. Je vais parler de l'organisation de la France qu'on appelle l'Union nationale des étudiants français. Voilà, je les avais invités dernièrement. Ils sont venus à Bouaké? Ils sont venus à Bouaké. Ils sont venus me soutenir pour l'investiture. Très bien. L'investiture qui a eu lieu le 10. Marius Komboé avait une question. Alors, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Et on finit dans 2 minutes. Je vais très rapidement. À vous entendre, il y a quelques problèmes avec votre ministère de tutelle que vous n'arrivez pas véritablement à rencontrer. Si j'ai bien suivi votre développement, est-ce que vos rapports avec votre ministère de tutelle sont fluides? Premier point. Deuxième point, nous sommes déjà en fin d'année scolaire. En fin d'année académique 2023-2024, nous sommes en plein pied dans les examens de fin d'année. Quel rôle vous jouez pour une pacification de l'organisation des examens sur l'ensemble du territoire national, pour nous éviter justement tout soubresaut? On va y aller. Merci bien, monsieur. Et ce que j'aimerais signifier, c'est qu'avec le ministre de l'Enseignement supérieur et le CESI, vous avez de bons rapports. Il y a de très bons rapports. Très bien. Vous nous envoyez rassurer. Bons rapports avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de difficulté. On l'appelle directement, il décroche. C'est On rassurant. lui présente les problèmes, mais s'il ne résout pas. Vous êtes un privilégié. Mais quand même, il nous décroche. Oui, c'est des partenaires. Bien sûr. Très bien. Seconde question, pacification des examens, concours. On a commencé le CP, on l'a eu. Comment est-ce que vous comptez faire pour que les examens cette année-là se passent très très bien? Notre rôle d'abord, dans votre zone, évidemment. Oui, notre rôle, c'est la pacification et c'est la sensibilisation. Très bien. D'abord, nous sensibilisons les élèves et étudiants sur la formation dans un premier temps. Et remarquez un peu, juste avant les examens, nous avons organisé des cours de renforcement à la cité forestière pour tous les élèves. Et ce sont des étudiants qui les encadraient, mais ce sont des élèves militants d'abord qui venaient dans un premier temps. Mais après, il y a d'autres élèves qui venaient se joindre à nous pour suivre les cours. Donc, tout ce que le CESI peut faire, c'est accompagner les élèves dans la préparation des examens. Bien. Nous avons terminé notre interview, notre conversation avec Herman vous. Aboua, hein. Quel mot, il est 27, quel dernier mot pouvez donner donc aux populations ivoiriennes qui vous regardent, au-delà de celle de Bouaké? Moi, j'aimerais dire, dans un premier temps, merci à vous, l'FTV, pour cette occasion, et dire à la population que les organisations estudiantines ne sont pas des organisations de violence, mais ce sont des organisations de formation. Ce sont des organisations qui accompagnent les élèves, qui encadrent les étudiants étant à l'université. Parce que l'université est un monde très vaste. Lorsque l'étudiant n'est pas encadré, il peut s'adonner à plusieurs événements. Et à cela, nous souhaitons véritablement que les autorités nous accompagnent. Que les autorités nous accompagnent dans la mise en place des séminaires de formation sur la pacification réelle. Parce que la pacification des étudiants ne relève pas forcément de l'espace universitaire, ne relève pas forcément des étudiants, mais allez-y, des étudiants, oui. mais de l'administration et des enseignants. Merci à vous. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, monsieur le secrétaire général du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, le National Israël. Merci d'être venu. On salue donc toute votre délégation qui vous a accompagné sur Abidjan pour cette émission. Merci et plein succès. On rappelle donc que demain, parlant des obsèques du président Bédié, demain à 10h, en direct sur Live TV, vous aurez donc l'hommage de la nation et les honneurs militaires au palais de la présidence de la République au Plateau. Et à 15h, l'hommage à l'Assemblée nationale. Nous aurons le plateau spécial en matinée, justement pour vous faire vivre ces événements-là. D'ici là, portez-vous bien. Et les programmes continuent sur Live TV. Messieurs, dames, merci d'être venus et à demain.